Bonsoir ici en Inde. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire des forums France-Inde. Nous sommes un espace d'échange au service des cultures indiennes et françaises et notre principe, c'est témoigner autrement de la réalité indienne. Pour ce webinaire et comme à l'accoutumée, on aura 1 heure de table ronde et puis durant 30 minutes, nos intervenants répondront à vos questions. Pour ça, n'hésitez pas à leur poser des questions dans le chat questions et réponses de Zoom. Alors, ce mois-ci, nous avons choisi le thème « L'Inde entre Occident et anti-Occident » et on a choisi de le traiter à travers l'actualité du G20. L'idée, c'est de partir de cet événement récent pour comprendre les dynamiques à l'œuvre en Inde, mais aussi poser quelques éléments de base pour comprendre la diplomatie indienne sur le temps long. Donc, nous aurons le plaisir de discuter avec Isabelle Saint-Mézard. Bonjour, professeure à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, chercheuse associée au Centre Asie de l'Institut français de relations internationales. Vos travaux portent sur la politique extérieure de l'Inde avec notamment la publication fin 2022 de l'ouvrage Géopolitique de l'Indo-Pacifique aux presses universitaires de France. Jasmine Zerinini, analyste, ancienne diplomate française, forte d'une expérience dans la région. Vous êtes co-directrice de recherche à Sciences Po, notamment sur l'Asie du Sud. Vous avez été sous-directrice pour l'Asie du Sud et l'Afghanistan au Quai d'Orsay et représentante spéciale de la France pour l'Afghanistan et le Pakistan. Enfin, Nicolas Blarel, vous enseignez les relations internationales à l'université de Leiden aux Pays-Bas et vous êtes spécialiste de l'Inde. Vous écrivez sur la politique étrangère et sécuritaire du pays, notamment les relations entre New Delhi et Israël, ainsi que les pays du Moyen-Orient. Et vous avez publié dernièrement, en 2021, un livre qui porte sur les migrations d'Asie du Sud dans les pays du Golfe. Et puis moi, Côme Bastin, journaliste basé en Inde, à Bangalore. Je travaille notamment pour Radio France Internationale, Marianne, Ouest France, et j'anime, dès que possible, la communauté des forums France-Inde. Alors peut-être que certains d'entre vous se sont inscrits à ce webinaire après avoir remarqué que l'Inde prenait de plus en plus de place dans l'actualité internationale et pour cause, 2023 est parfois décrite comme l'année de l'Inde. Le pays est devenu la première population mondiale devant la Chine, juste après avoir dépassé en termes de PIB l'Angleterre, l'ancien colon, et être ainsi devenu la 5e puissance économique mondiale. Sur le front diplomatique, l'Inde aussi a été suractive avec de nombreux déplacements de Narendra Modi en Australie, aux USA et bien sûr en France pour le 14 juillet, des visites où il a été courtisé et où il a aussi affiché sa proximité avec la grande diaspora indienne lors d'événements géants. Et puis bien sûr la présidence du G20, l'élargissement du groupe des BRICS, ça on va y revenir largement. Je pense que la guerre en Ukraine a aussi contribué à pousser l'Inde comme ça sous le feu des projecteurs cette année et celle d'avant. Pour rappel, depuis le début du conflit, donc l'Inde refuse de condamner la Russie devant les Nations Unies. Au contraire, suite aux sanctions occidentales, elle a renforcé son partenariat commercial avec Moscou en devenant notamment son premier acheteur de pétrole. Ça a surpris certains puisque Narendra Modi s'affiche en même temps en grand ami des dirigeants occidentaux. D'où cette question, l'Inde joue-t-elle un double jeu entre Occident et anti-Occident? Et il faut dire que la rhétorique de l'Inde n'aide pas toujours à s'y retrouver puisqu'elle décrit sa position comme multi-alignée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est l'objet de notre discussion, mais d'abord, quelques petits rappels historiques. Donc, la position historique de l'Inde, c'est celle du non-alignement. Ce terme a été inventé par le Premier ministre Nehru dans un contexte de guerre froide. Nehru voulait alors lancer un mouvement de pays qui refusait de choisir entre le bloc de l'Ouest mené par les États-Unis et le bloc de l'Est mené par la Russie. Des pays dont beaucoup étaient issus de la décolonisation et de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global et qui revendiquaient le droit à faire passer leurs intérêts et leur développement avant les injonctions de tel ou tel camp. C'est ainsi que l'Inde a très tôt entretenu une relation privilégiée avec l'URSS qui a soutenu le développement de son programme spatial ou nucléaire,
qui a soutenu notamment même son intervention pour l'indépendance du Bangladesh face au Pakistan, aux grandes dames des États-Unis. Mais dans le même temps, l'Inde s'est plus récemment rapprochée du camp occidental dans le cadre de l'Alliance Indo-Pacifique, dont on va aussi discuter ce soir. Aujourd'hui, le gouvernement nationaliste hindou de Narendra Modi est soucieux de bazarder l'héritage du Parti du Congrès et de Nehru. Il parle donc désormais de multi-alignement plutôt que de non-alignement. Alors, l'emballage a changé. Cette philosophie, elle est désormais inscrite par les nationalistes hindous dans la tradition de l'Artha Shastra, un traité de gouvernance millénaire indien. Mais que dit ce traité, qu'on peut traduire par le traité des intérêts, notamment qu'il ne faut pas hésiter à s'engager dans la duplicité, c'est-à-dire dans des jeux d'alliances multiples avec des puissances antagonistes. Donc on peut se demander, puisqu'on parle aujourd'hui aussi d'une nouvelle guerre froide entre Est et Ouest, si la diplomatie indienne a tant changé que cela, puisque le multi-alignement ne vise pas, comme on pourrait le croire, à créer une méga coalition avec de multiples pays, mais toujours à s'engager dans des relations bilatérales au cas par cas avec des pays ou des groupes de pays en fonction de ce qui est jugé favorable aux intérêts indiens. Allez, place à la discussion pour tenter de répondre à ces questions à partir de l'actualité récente de l'Inde qui nous fournit pas mal d'exemples comme point de départ, à commencer par ce sommet du G20 dont on peine un peu à savoir qui sort véritablement gagnant, mais qui illustre le talent, en tout cas la position unique de la diplomatie indienne. Isabelle, je vais commencer par vous, mais encore une fois, l'idée c'est que tout le monde puisse rebondir sur les questions que je vais lancer. Cet accord du G20, il est présenté comme une réponse du bloc Indo-Pacifique face à la Chine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est que ce bloc Indo-Pacifique et est-ce que vraiment il sort renforcé à l'issue de ce G20? Merci Com pour votre introduction et ravie une nouvelle fois de pouvoir participer aux conversations du forum France-Inde. Alors, comme vous posez une question qui d'emblée n'est pas si simple que ça et qui demande peut-être quelques clarifications, parce que du côté du G20, on a beaucoup parlé sud global en fait, et encore plus du côté des BRICS. Et puis, vous ramenez un autre grand concept qui continue d'être très à la mode, qui est celui de l'Indo-Pacifique. Donc, comment trouver un chemin, un fil d'Ariane entre ces différents concepts? Ce n'est pas si simple que cela. Peut-être, pour commencer, rappeler très brièvement ce que c'est que l'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique, à mon sens, c'est une idée. C'est une idée qui correspond à une volonté de repenser l'espace régional en Asie et en l'occurrence d'ouvrir ce qui était autrefois la façon prédominante de penser l'Asie, c'est-à-dire l'Asie-Pacifique, qui était centrée autour de l'océan Pacifique, et d'ouvrir cette Asie-Pacifique à l'océan Indien et, entre autres choses, à l'Inde. Donc, l'Indo-Pacifique, c'est certes une immense région qui va couvrir les océans Pacifique et Indien, mais c'est aussi en grande partie l'expression de la volonté d'un certain nombre d'États de coopter l'Inde, ou à tout le moins d'intégrer pleinement l'Inde dans les grands équilibres stratégiques et géopolitiques en Asie. Vous avez parlé de bloc, c'est en fait compliqué. On ne peut pas parler de bloc Indo-Pacifique à proprement parler. Il y a une ligne de partage importante en l'état entre quelques États qui dénoncent vigoureusement l'Indo-Pacifique. Et ces États, ce sont la Chine et la Russie, qui estiment que l'Indo-Pacifique, c'est une stratégie menée par les États-Unis et leurs alliés pour contenir la Chine. À noter, ils n'ont pas complètement tort sur le fond, mais bon, voilà, ils refusent complètement cette nouvelle façon de penser l'espace asiatique. Ils refusent d'employer le terme même d'Indo-Pacifique. Et puis de l'autre côté, vous avez un nombre d'États de plus en plus nombreux d'ailleurs, de plus en plus grands,
qui finalement n'emploient plus trop Asie-Pacifique et décident de basculer dans l'Indo-Pacifique, s'inscrivent dans des stratégies ou des visions indo-pacifiques qui sont quand même assez, non pas divergentes, mais différentes les unes des autres. C'est pour ça que c'est compliqué de parler de bloc, hein. C'est quand même beaucoup plus fluide pour l'instant. Alors, ce qu'on peut retenir, et c'est comme ça que je vais progresser vers une réponse un petit peu plus précise à votre question, c'est que parmi ces États qui s'inscrivent dans l'Indo-Pacifique, il y a des États qui sont vraiment structurants, et notamment les États-Unis, et l'essentiel de leurs alliés en Asie, alors le Japon, beaucoup, l'Australie, beaucoup, et de leurs alliés en Europe, hein, la France, entre autres choses, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Union européenne. Et puis on a aussi l'Inde, hein, l'Inde qui est complètement partie prenante de cette recherche de stratégie dans l'Indo-Pacifique. Et l'un des grands enjeux, ce n'est pas le seul et unique, mais l'un des grands enjeux pour tous ces États que je viens de citer et qui s'inscrivent donc dans l'Indo-Pacifique, c'est quand même d'essayer de travailler ensemble, en coalition, pour contrer le révisionnisme chinois sur le plan territorial et au-delà de l'aspect territorial, en termes de gouvernance, de normes, de règles qui font le bon comportement d'un État sur le plan international. Voilà, donc il y a des logiques de coalition, si vous voulez, entre ces États qui vont au-delà des alliances, puisqu'encore une fois, il y a un État comme l'Inde qui est partie prenante. Et l'Inde est d'ailleurs vue bien souvent, dans bien des cas, comme la pièce maîtresse de ces tentatives de coalition, dont l'un des grands objectifs, encore une fois, est d'essayer de faire comprendre à la Chine qu'elle ne va pas faire ce qu'elle veut dans l'espace asiatique. Et c'est là où j'en viens au G20. On peut estimer que ces logiques de coalition se sont retrouvées quelque part au G20, à savoir elles ont en quelque sorte joué en faveur de l'Inde. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on a vu concrètement se passer ? C'est finalement les États-Unis et leurs alliés faire une concession conséquente sur le vocabulaire ayant trait à l'invasion russe de l'Ukraine. Ce qui avait été déjà très difficile à Bali, j'entends par là au sommet du G20 précédent qui s'était à Bali, et vraiment le fossé s'était encore creusé et on pouvait être assez sceptique sur la capacité de l'Inde en tant que présidente du G20 à faire sortir un communiqué conjoint. Or, les États-Unis et leurs alliés présents au G20 ont accepté en fait que cette question de l'invasion russe de l'Ukraine soit un petit peu diluée pour qu'on obtienne in fine un communiqué conjoint et de la sorte que l'honneur de l'Inde soit sauf dans le sens où il était important pour les Indiens de projeter cette présidence du G20 comme un succès et donc d'avoir un communiqué conjoint. Après, ce communiqué est-il important lui-même ou pas? Sur le fond, on peut en discuter, mais du moins, on a les États-Unis, la France et les autres ont compris qu'il fallait quand même faire des concessions, en l'occurrence sur l'Ukraine, qui n'était pas du tout ravie au passage, hein, et qu'il a dit, pour à la fois flatter l'ambition indienne d'avoir une vraie stature internationale et en matière multilatérale, et aussi quand même, c'est pas que pour l'Inde, mais c'est aussi pour dire le G20, ça a encore un sens.
Mais voilà, la réponse à votre question, je dirais, on a vu des logiques de coalition, en fait, que l'on observait déjà dans l'Indo-Pacifique, et puis qu'on a vu quelque part fonctionner aussi au G20 pour le Merci. bénéfice de. Merci, c'est très intéressant. Et Nicolas, je me tourne vers vous. Est-ce que ce corridor, vous pouvez nous le présenter un peu? Donc, il y a eu un corridor qui a été aussi décidé lors de ce G20, un corridor économique entre l'Europe et l'Inde. Est-ce que c'est une contrepartie de ce qu'Isabelle vient de décrire? Oui, merci. Merci d'abord pour l'invitation, cette participation au Forum France-Inde. Ça fait partie de cette logique de coalition dans le plus grand théâtre de l'Indo-Pacifique, je crois, dont Isabelle parlait. Après, la surprise, c'est que c'était annoncé dans le cadre du G20. Ça, c'était la surprise, presque autant une surprise que la déclaration finale qui a été approuvée. Mais on pouvait se demander s'il n'y allait pas avoir une annonce sur le Moyen-Orient, puisqu'il y avait quand même l'Inde a le droit d'avoir quelques invités en plus des 20 membres, et il y avait une surreprésentation du Moyen-Orient, l'Égypte, mais aussi deux pays du Golfe invités en plus de l'Arabie Saoudite qui est membre, les Émirats Arabes Unis et Oman. Donc c'était une question, qu'est-ce qui pourrait être éventuellement annoncé? Et ce n'est pas tellement une surprise pour ceux qui suivent un peu la politique étrangère indienne vis-à-vis de ce voisinage un peu plus étendu, quand on regarde aussi un peu les pays du Golfe et le Moyen-Orient. Ça fait quelques années que l'Inde regarde vers ces régions et a développé des fortes relations économiques. Alors quand on regarde sur le corridor, on voit des ports en fait qui sont déjà connectés d'une certaine partie, en tout cas au niveau sous-régional, il y a déjà des connexions entre ces ports et ces positions. Il y a déjà peut-être quelques microsystèmes économiques qui ont besoin d'être intégrés de manière plus générale entre l'Inde et l'Europe. Donc, mais alors, comme j'ai dit, on ne connaît pas encore tous les détails. C'était une annonce assez vague. On ne connaît pas encore exactement comment ces différents corridors, parce qu'il y a plusieurs différents corridors qui seraient reconnectés. Donc voilà, c'est la question. Beaucoup de détails et peut-être une volonté d'en faire plus au niveau de ces déclarations G20. Mais il y a une logique. En tout cas, pour l'Inde, il y a une logique qui date de maintenant de 10-15 années avec un réengagement, une redécouverte de l'Inde, de cette région. Parce que je parle de redécouverte, puisque l'Inde a des relations, en tout cas certains États de la côte de l'Inde ont déjà des relations de marchandes, commerciales sur des millénaires avec cette partie du monde. Et on peut aussi, un héritage colonial similaire dont je peux parler plus dans les questions et réponses, il y a déjà eu des Indiens sous une autorité britannique qui ont déjà construit des corridors ferroviaires déjà à l'époque, au début du XXe siècle. Donc, il y a déjà une connexion assez lointaine entre ces deux régions. Et aujourd'hui, depuis les années 70, il y a aussi une reconnexion au niveau sociétal avec une forte migration de travailleurs temporaires indiens dans cette région et dans les pays du Golfe. Il y aurait 8 à 9 millions aujourd'hui de travailleurs temporaires basés qui ont beaucoup aidé à construire l'infrastructure et qui renvoient beaucoup ce qu'on appelle les remittances, qui renvoient beaucoup d'argent, des millions à leurs familles dans leur région d'origine et principalement dans l'État indien du Kerala. Donc ça, c'est les relations long terme historiques, mais sous le dernier gouvernement du Congress, et ensuite surtout sur Modi, il y a vraiment une politique d'ouverture diplomatique en direction historiquement d'Israël déjà, mais beaucoup surtout des pays du Golfe. Et ce qui est surprenant parce que c'était une chasse gardée plutôt du Pakistan, et donc il y a eu une sorte de redécouverte mutuelle des pays du Golfe et de l'Inde de ce qu'ils peuvent faire ensemble. Et ce qui est surprenant aussi, puisque quand on regarde la politique interne du BJP, du Parti nationaliste hindou et son traitement de la minorité musulmane, on peut être un peu surpris aussi de ce réchauffement des relations entre l'Inde et les pays du Golfe. Mais ils ont développé sur les dernières 10-15 années, surtout suite à de nombreuses visites du Premier ministre Modi, qui s'est rendu dans tous les pays du Golfe, souvent plusieurs fois. C'est le seul Premier ministre à l'avoir fait. Et donc, on voit des relations commerciales qui déjà existaient avant Modi, mais qui ont été renforcées. Il y a en fait une densification des réseaux commerciaux qui existaient déjà.
et aussi des relations stratégiques militaires, aussi un petit peu avec les pays du Golfe, mais surtout avec Israël. Et de plus en plus de questions de développement de projets ensemble d'infrastructures, que ce soit l'Inde qui aide avec son expertise dans cette région, et des investissements des fonds souverains des pays du Golfe en Inde pour développer aussi l'infrastructure portuaire indienne. Donc, il y a quand même déjà des développements de ces connectivités qui commençaient à s'établir, surtout entre l'Inde et les Émirats arabes unis, un peu là aussi l'Arabie saoudite. L'Inde, on parle encore de multi-alignement, et le multi-alignement est aussi une manière d'être un peu prudent pour ne pas s'aligner trop avec un bloc ou l'autre. Et on voit un peu ça aussi avec le Moyen-Orient. L'Inde a fait toujours très attention de ne pas être vue comme s'alignant avec l'un bloc ou l'autre dans cette région, et notamment à cause de plusieurs disputes entre les différents blocs dans cette région. Donc l'Inde a eu de très bonnes relations avec Israël, avec l'Iran, et plus en plus avec les pays du Golfe, était très prudent, mais a surtout bénéficié sur ces dernières années d'initiatives régionales plus ou moins facilitées par les États-Unis, donc les accords d'Abraham qui ont normalisé les relations d'Israël avec certains pays arabes, notamment les Émirats arabes unis, et ensuite le fameux Quad, qu'on appelle le Quad du Moyen-Orient, le I2U2 entre Israël, Inde, États-Unis, Émirats arabes unis, et ensuite en mai 2023, il y a quelques mois, cette initiative de connexion déjà ferroviaire qui se ferait entre les Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Inde et États-Unis. Israël faisait pas encore partie de ce corridor, ni l'Europe, et on voit l'élargissement géographique de ce corridor dans le cadre du G20. Donc l'Inde a vraiment bénéficié de ces initiatives régionales plus ou moins soutenues par les États-Unis. Donc, ce qu'on voit avec G20, c'est l'aboutissement, en fait, et le regroupement assez coordonné de ces différentes initiatives et l'intention d'en faire plus, je pense. Et l'Inde est un acteur très volontaire dans cette initiative, c'est l'acteur pivot puisqu'il est ami avec tous ces acteurs régionaux et extra-régionaux comme les États-Unis, et peut se présenter comme aussi, si les fonds viendraient plutôt des États-Unis et surtout des fonds souverains des pays du Golfe, l'Inde peut apporter son expertise et notamment dans la construction de certaines de ces infrastructures. Et juste un dernier mot sur la dimension concurrentielle avec les routes de la soie, qui est aussi venue beaucoup dans la couverture médiatique de ces accords. Il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Moi, je mettrais plutôt quelques mises en garde. D'abord, il n'est pas clair, si on regarde sur le plan ici, que la Chine soit complètement exclue de ce corridor, parce qu'il y a certains ports dont certaines compagnies chinoises ont un certain contrôle, ou en tout cas opèrent dans ces ports. Donc, il n'est pas complètement exclu que des initiatives chinoises aussi complémentent un peu ce corridor. Et les acteurs régionaux voient surtout les pays du Golfe, mais Israël aussi, voient cette initiative comme une alternative complémentaire aux routes de la soie, qui sont bienvenues vu la dépendance qui pouvait se développer vis-à-vis de la Chine sur certaines connexions qui étaient en train de s'établir. Donc les acteurs régionaux, dont l'Inde, surtout vu son passé et sa culture stratégique de non-alignement, multi-alignement, ne veulent pas tomber aussi ou en tout cas déclarent qu'ils ne veulent pas tomber dans la voie d'un autre alignement, cette fois avec les États-Unis dans cette région, et d'un projet alternatif occidental. Au contraire, je pense que c'est plus stratégique et exploiter cette opportunité avec la bienveillance américaine qui soutiendrait ce projet. Mais tout en se distançant et voulant garder leur autonomie stratégique. Mais il est clair pour les États-Unis, intégrer l'Inde dans cette architecture leur profite. Ils comprennent que l'Inde ne s'alignera que partiellement. C'est pour ça qu'ils n'espéreront pas un changement de la position de l'Inde sur d'autres positions comme sur l'Ukraine, et qu'ils ne s'aligneront que partiellement avec les intérêts de Washington au Moyen-Orient. Mais il est clair que les incursions de Delhi au Moyen-Orient nuisent moins aux intérêts américains que ceux de la Chine. Et donc, on voit une sorte de complicité à ce niveau-là. Voilà. Jasmine, est-ce que vous voulez réagir aux deux précédentes interventions? Oui, absolument. Merci, Com, et merci pour cette invitation. Je suis moi aussi ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Oui, je voudrais revenir sur plusieurs choses et justement profiter du fait que je parle en dernier pour essayer de rassembler un peu les interventions de mes deux collègues. Comme vous avez, ces termes de multi-alignement, ce terme de multi-alignement est extrêmement important, extrêmement intéressant, et comme vous avez utilisé le mot duplicité tout à l'heure pour qualifier la nouvelle diplomatie indienne ou la nouvelle
position indienne sur la scène internationale. Et je crois qu'il faut revenir là-dessus, parce que, et on le voit très bien à travers ce qu'Isabelle et Nicolas ont décrit tout à l'heure, on a donc en fait aujourd'hui une politique étrangère indienne qui est avant tout la recherche de l'intérêt national, ce qui n'a rien de choquant, ce qui n'a rien de surprenant pour un grand pays, une grande puissance qui peut se permettre d'affirmer cet intérêt national, ou en tout cas de tenter de l'affirmer sur la scène internationale. Et j'invite d'ailleurs les participants qui pourraient être intéressés à se plonger dans le livre du ministre des Affaires étrangères, Jai Shankar, qui date de 2020 et qui s'appelle The Indian Way, qui est absolument passionnant dans sa description de cet intérêt national et de cette stratégie, qui la pose très clairement. Mais c'est une recherche de l'intérêt national au service de la croissance économique. Et je crois que ça, on le voit très bien dans ce qu'Isabelle et dans ce que Nicolas viennent de nous décrire. De ce point de vue, on est très proche de la stratégie chinoise. C'est à peu près la même chose en réalité. Il y a une forme de parallélisme très intéressante. Et c'est là qu'en fait, la relation avec la Russie, qui, comme vous l'avez dit, comme est une relation ancienne, puisqu'elle remonte quasiment à l'indépendance, elle remonte aux années 50, c'est une relation qui s'est renforcée au fil des conflits indo-pakistanais, la Russie étant le partenaire et les États-Unis étant au contraire du côté pakistanais durant ces conflits. La Russie a été le partenaire sur lequel on pouvait compter pendant toute cette période, entre les années 50 et les années 90. C'était le partenaire qui livrait les armements, et jusqu'aux années 90, 70% de l'équipement indien dans l'armée de terre était russe, 70% dans l'armée de terre, je crois 80% dans l'armée de l'air et 85% dans la marine. Donc il y a une dépendance extrêmement forte, même si ces chiffres sont en diminution, puisque l'Inde a diversifié depuis les années 2000 ses partenariats en matière de défense avec Israël, avec les États-Unis, avec la France, bien sûr. Mais il y a encore une très, très forte dépendance qui prendra des dizaines d'années à s'estomper. Donc, on voit bien ce positionnement indien aujourd'hui, cette recherche décomplexée de l'intérêt national, elle se traduit effectivement par une volonté d'être d'un côté et d'être de l'autre, ou en tout cas de ne pas être en conflit, de ne pas être au cœur du conflit qui polarise la scène internationale aujourd'hui, qui est le conflit conflit entre guillemets, le conflit larvé, mais conflit idéologique au minimum et économique indo-américain. Et ça, l'Inde cherche évidemment à éviter totalement cette position une position où on lui demanderait, comme le disait Nicolas, de trancher, d'être d'un côté ou de l'autre. Je voudrais revenir sur le G20 aussi, parce que tout à fait d'accord avec Isabelle sur le fait que c'est sans aucun doute grâce à l'Inde qu'on a une déclaration finale. Je pense qu'on n'aurait pas eu de déclaration finale si la diplomatie indienne n'avait pas œuvré aussi habilement à l'obtenir, et si bien sûr les Américains et d'autres n'étaient pas prêts au compromis. Mais malgré tout, je crois qu'on était assez loin d'une déclaration de compromis au début. Et ça, on le doit vraiment à l'Inde, qui a joué ce rôle admirablement de diplomatie de passerelle entre l'Occident et les autres. Mais au-delà de ça, si on considère ce qu'étaient les deux points forts, ou ce qu'on peut, au-delà des annonces économiques, des annonces sur le Green Fund, etc., les deux points forts du G20, ce qu'on retient véritablement, donc c'est cette déclaration, qui est quand même une déclaration extrêmement molle, une déclaration certes, mais enfin une déclaration quand même qui n'a quasiment pas de contenu, et l'inclusion de l'Union africaine. Et ça, c'est très important aussi. Et à la fin, qui bénéficie de ces deux faits? Ce n'est pas l'Inde, en fin de compte, c'est la Chine. L'inclusion de l'Union africaine bénéficiera avant tout à la Chine. Et la déclaration finale bénéficie avant tout à la Russie, qui ne s'en est pas trompée. L'Ukraine, d'ailleurs, ne s'en est pas trompée non plus. L'une en félicitant la diplomatie indienne et l'autre en s'en affligeant. Donc, je ne suis pas sûre, sur le fond en tout cas, que l'Inde ressorte très privilégiée ou ressorte renforcée de ce sommet du G20. Son image en tant que grande diplomatie, en tant que diplomatie active, très certainement. Mais du point de vue concret, je n'en suis pas aussi certaine. Et je crois que la relation avec la Russie demeure effectivement centrale. C'est une relation qui évolue. On n'est plus dans la relation, comme je le disais, la relation de dépendance sur le plan militaire est en train de s'estomper, mais ça va prendre du temps.
La relation politique est aussi en train de changer entre l'Inde et la Russie, puisque l'Inde s'est aussi rendu compte que la Russie qu'elle espérait pouvoir utiliser dans son conflit avec la Chine, dont elle espérait qu'elle pouvait jouer au minimum un rôle de modérateur, voire de médiateur, n'est pas en mesure ou n'a pas la volonté de jouer ce rôle. C'est une relation qui devient un petit peu encombrante sur le plan politique. Et donc là, on va voir cette relation évoluer, et ça sera un troisième élément, je dirais, de ce qui a été décrit par Isabelle et par Nicolas. Donc d'un côté, l'Indo-Pacifique, la position indienne au sein de l'Indo-Pacifique, de l'autre, cette relation avec les pays du Golfe qui est extrêmement importante et qui s'est renforcée considérablement, comme Nicolas l'évoquait, depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi. Les pays du Golfe sont vraiment devenus des partenaires économiques, stratégiques et en matière de défense très, très importants. Et ce troisième pilier qui est l'évolution de la relation avec la Russie. Je pense qu'on va voir tout ça se dérouler devant nos yeux dans les années qui viennent, au fil des sommets, au fil de cette multitude de forums qui se sont créés et auxquels l'Inde participe activement. Je rebondis sur les propos de Jasmine pour vous, Isabelle et Nicolas. Donc, pardon si je caricature un peu, mais en gros, la Russie et la Chine absents du sommet, mais pas absents des esprits et pas absents des considérations du tout. Certainement pas. Alors, il y aurait pas mal de choses à dire, mais j'essaie de mettre mes idées dans l'ordre, c'est pas facile. Alors, déjà, rappeler que Xi Jinping n'est pas venu à New Delhi, n'était pas là pour le sommet du G20. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Hein. Pourquoi n'est-il pas venu? Je ne le sais pas, mais peu sont ceux qui le savent. Toujours est-il que côté indien, bon, c'est un élément de plus à charge, j'ai presque envie de dire, contre la Chine, puisque la relation entre l'Inde et la Chine est vraiment, vraiment pas au beau fixe. Et là, j'emploie un euphémisme, hein, ça se passe pas bien du tout entre les deux voisins. Et ça remonte aux années 60, enfin peut-être pour rappeler à l'audience. Alors oui, si on va, récemment, mais... voilà, si on va chercher au début des États indépendants, effectivement, il y a eu une guerre en 1962 qui a été une débâcle pour l'Inde et qui a été vraiment pas bien vécue côté indien. Mais disons que la réactivation des tensions et la très nette dégradation de la relation date de à peu près la fin des années 2010. À partir de 2017, vraiment sur la frontière, ça a commencé à plus bien se passer du tout, leur frontière est disputée hein, entre l'Inde et la Chine. Et puis, depuis 2020, ça va encore moins bien, puisque là, il y a eu sur la frontière des accrochages meurtriers qui ont fait des victimes. Côté indien, une vingtaine de soldats sont décédés, et côté chinois également, même si on a une vision moins claire du nombre de victimes côté chinois, mais enfin, toujours est-il qu'il y a eu des échauffourées qui ont bien témoigné du climat de très forte tension qu'il y a désormais sur les zones frontalières. Et puis, il y a eu par la suite au moins 2 incidents qui ont été rapportés, où à nouveau des soldats indiens et chinois se sont retrouvés un petit peu nez à nez, dans une situation de tension vraiment. Voilà, et ça, c'est quand même des indications de ce que le climat sur la frontière, sur les zones frontalières est fragile. Hein. Mais au-delà de cette question frontalière, l'Inde et la Chine ne s'entendent plus sur des choses, sur des dossiers sur lesquels auparavant, elles pouvaient parfois trouver des logiques de... je ne dirais pas de coalition, mais de front commun ponctuel hein, sur l'environnement, parfois dans les négociations sur le changement climatique, par exemple. On les avait vus par le passé, dans les années
2000, début des années 2010, travailler en commun. Mais ça, on le voit très peu désormais. Et même sur des enjeux donc, de gouvernance mondiale, les dossiers sur lesquels les Indiens et les Chinois vont se retrouver, à ma connaissance, sont rares. Alors peut-être qu'il y en a certains que je n'ai pas bien vus, mais à ma connaissance, ils sont rares. Donc mon sentiment, c'est que vraiment entre l'Inde et la Chine, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne bien. Et de toute façon, les Indiens, depuis 2020, se chargent vraiment de dire qu'il n'y a plus rien qui va bien, puisque pour eux, il faut, sur le plan militaire tactique, revenir à la situation d'avant les échauffourées pour retrouver une normalité dans la relation de façon générale. Voilà, donc ça c'est le climat et le contexte spécifique à la relation sino-indienne, c'est quand même pas du tout amène, hein, pas du tout positif. Et dans ce contexte-là, effectivement, Xi Jinping n'est pas venu. Ça a donc été interprété comme un affront du côté indien, même si on veut bien entendre, et cela est très probable qu'il y a des considérations intérieures qui ont aussi pu expliquer la décision de Xi Jinping de ne pas venir. Il n'est d'ailleurs pas allé à New York non plus pour l'Assemblée générale des Nations Unies, hein, donc ce n'est pas que l'Inde qui est visée, même si, encore une fois, il ressort quand même, quand on regarde dans le détail, que les Chinois essaient vraiment d'entraver toutes les initiatives indiennes pour proposer des choses à l'international. Même dans le cadre du G20, on les a vus embêter les Indiens sur des questions de nom de programmes particuliers. Ils ne voulaient pas, par exemple, que l'Inde propose certains programmes comme Lifestyle for the Environment. Ils voulaient que ça soit renvoyé à la dénomination précise des Nations Unies. Voilà, donc plein de petits broutilles comme ça, mais qui sont l'expression quand même d'une volonté d'entraver les Indiens dans leur propre désir de montrer leur influence, d'être force d'initiative aussi sur le plan international. Si j'ai une minute de plus, je pense que ce qui est intéressant, j'ai pas. J'ai ou j'ai pas? Allez, une minute. Une minute. Non, ce qui est intéressant, c'est de mettre en regard deux sommets qui se sont passés de façon rapprochée et qui se répondent en fait. C'est le sommet des BRICS, où là, Xi Jinping… C'était ma question. Voilà. En une minute, et puis les autres peuvent réagir. En une minute, je fais court. Xi Jinping était bien là au sommet des BRICS, il a bien fait savoir, puisqu'en fait, en allant très vite, d'une certaine façon, il est parvenu à ses fins. C'est-à-dire que la Chine voulait un élargissement des BRICS et l'a obtenu. Et l'Inde, avec l'Afrique du Sud et le Brésil, était, semble-t-il, assez mal à l'aise quand même avec cette décision d'élargissement, même si finalement elles l'ont accepté. Et il y a quand même eu ce sentiment que les BRICS, ou du moins la façon dont les Chinois se saisissaient des BRICS, l'ascendant qu'ils avaient sur les BRICS, c'était une façon un outil supplémentaire pour essayer de construire un ordre mondial alternatif. Puisque les BRICS, c'est vraiment, il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas les États-Unis, bien évidemment, il n'y a pas d'alliés des États-Unis, et c'est des grandes puissances moyennes qui peuvent incarner le Sud global. Et parmi les nouveaux pays admis, il y avait l'Iran quand même, ce qui n'était pas du tout anodin, et puis dans les rangs aussi, il y avait le Venezuela, et là, je crois que justement les Indiens et peut-être les Brésiliens ont dit peut-être pas quand même trop exagéré, on va pas aller avec le Venezuela. Donc voilà, ce qui ressort, c'est que même au sommet des BRICS, il y avait déjà il y avait deux courants. Il y avait un courant mené par la Chine qui est le Sud global, c'est une réponse dans la confrontation à l'Occident et au G7. Et puis, il y a ces puissances plus de passerelles, comme disait Jasmine, que sont l'Inde, mais aussi quelque part le Brésil, l'Afrique du Sud, qui était plus dans une version BRICS Sud global, dans le dialogue, avec Okay. l'Occident.
Je laisse la parole à Nicolas et Jasmine s'ils veulent réagir sur cette question du lien entre la réunion qui a eu lieu avant celle des BRICS et celle du G20, qui semble être une question centrale. Oui, moi je rajouterais, complémenter plus que ce qu'Isabelle vient de dire, parce que je suis en accord avec tout ce qu'elle vient de dire. C'est principalement, moi je pense que le BRICS et le G20 sont à quelques semaines d'écart, montrent vraiment les deux positions un peu différentes que les deux pays veulent, comme ils se présentent tous les deux des sortes de porte-parole du Sud global, mais avec vraiment des stratégies quelque peu différentes. On voit plus une approche anti-occidentale ou vraiment un ordre alternatif nouveau dans le cadre de la Chine avec cette expansion du BRICS qui n'a pas beaucoup de logique. On voit les critères d'expansion du BRICS sont pas très cohérents, sauf si on voit une logique avec un accord, enfin, une motivation chinoise derrière, que l'Inde a plus ou moins accepté, parce que l'Inde, en fait, elle veut être membre de tous ces différents organismes, que ce soit multilatéraux traditionnels, non traditionnels, anti-Occident, si on parle des BRICS ou de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont l'Inde était aussi le président et a accueilli il y a quelques semaines aussi. Donc, il n'y a pas que les BRICS, il y a aussi cette fameuse organisation et cette réunion qui a eu lieu dernièrement. La Chine et la Russie n'ont pas eu à venir puisque la réunion était en ligne, ce qui a arrangé tout le monde. Donc en fait, l'Inde se présente plus comme un acteur en tout cas qui se présente plus comme partie responsable voilà, qui est prêt à jouer le jeu dans toutes ces organisations en proposant des alternatives plus constructives dans le cadre des institutions qui existent déjà et non pas seulement dans des ordres alternatifs ou anti-Occident. Je ne sais pas si c'est le meilleur terme, en tout cas qui peut être présenté comme ça par les États-Unis et ses alliés. Du coup, l'Inde, il y a un autre terme qu'on a cité déjà plusieurs fois à Jaishankar et son livre, mais Jaishankar aussi utilisé le terme l'Inde est un pays du sud-ouest, voilà, qui est à la fois dans le sud et western ou occidental. Et donc, ça permet aussi de l'Inde qui est cette puissance passerelle ou qui essaierait de rapprocher et concilier les positions, notamment au G20. Et l'absence plutôt de Poutine et de Xi a largement facilité ce rôle de l'Inde de rapprocher les positions sans deux autres alternatives plus clairement anti-occidentales. Mais juste avec la sorte de mise en garde, c'est derrière cette rhétorique de l'acteur responsable que l'Inde veut jouer dans le système actuel, en passerelle entre l'Occident et le non-Occident, il faut voir que l'Inde aussi est très pragmatique et aussi regarde ses intérêts personnels. Elle se présente sur cette position pour mieux aussi peut-être négocier avec ces outils alternatifs, que ce soit les négociations bilatérales avec, on a mentionné les visites de Modi à Paris et à Washington en grande fanfare, mais aussi avec ces coalitions qui sont plus spécifiquement liées à certains termes ou certains projets de connectivité qui bénéficient au développement économique de l'Inde, qui bénéficient aux intérêts stratégiques ou militaires de l'Inde et qui bénéficient à Modi et son parti dans le cadre des élections qui arrivent en 2024. Il faut aussi le mentionner, tout ça est aussi utilisé pour une consommation interne et pour aussi édulcorer le bilan de Modi comme statesman ou grand leader diplomatique qui peut concilier toutes ces positions. Donc voilà, je faudrait mettre aussi un peu l'intérêt personnel de Modi et l'intérêt stratégique de l'Inde dans ces questions. Voilà. Alors, le temps file un peu et il y a quelque chose que je voulais vraiment qu'on commente ensemble, c'est le poids de la diaspora indienne, l'influence de la diaspora indienne sur les relations étrangères de l'Inde et on l'a bien vu dans ce sommet, on en parlait, Jasmine Zerinini, la façon dont le Canada et le Royaume-Uni ont été reçus de façon très différente. Oui, non, effectivement, c'était c'est très intéressant d'observer. On a eu en plus des rebondissements récemment, vous allez nous expliquer. Oui, absolument, mais dès le sommet lui-même, les différences de traitement entre, la différence de traitement entre la réception qui a été accordée à Sunak, le Premier ministre britannique, et à Trudeau, le Canadien, était d'ores et déjà très parlante. Mais je reviendrai quand même sur ça. La diaspora, comme Nicolas l'a évoqué un petit peu tout à l'heure à travers le Golfe. La diaspora indienne, c'est 10 millions de personnes dans le Golfe, effectivement, mais c'est 32 millions de personnes dans le monde.
c'est la plus grande diaspora, enfin, le pays qui a le plus grand nombre de ses résidents en dehors de ses frontières. Avant tout dans le Golfe, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, effectivement. C'est une diaspora qui compte de plus en plus. Dans le Golfe, finalement, pas tellement, Nicolas ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais beaucoup moins en tout cas que dans les autres pays, parce que 70% de la diaspora dans le Golfe est dans le secteur du bâtiment. Ce sont des travailleurs manuels, non formés, enfin, très peu formés, très peu éduqués, qui comptent énormément sur le plan économique, puisqu'ils renvoient des sommes considérables d'argent dans les États dont ils sont originaires, effectivement le Kerala, mais aussi le Maharashtra et d'autres. Donc un poids économique, mais pas un poids politique, pour deux raisons. La nature de cette diaspora, et puis aussi parce que dans les pays du Golfe, ce serait de toute façon difficile d'avoir un poids politique. Par contre, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, c'est une diaspora qui est importante en termes numériques, mais qui est extrêmement importante et de plus en plus importante sur le plan politique et sur le plan économique. Et au Canada en particulier, pour revenir sur ce point-là, 50% de la diaspora d'origine indienne au Canada est sikh. Et c'est là que ce qui a été dit il y a 2 jours maintenant par Trudeau est clair en fait, ce qui s'est passé au G20. Et qu'on ne savait pas, en tout cas publiquement à l'époque, qui est cette tension sous-jacente dans la relation indo-canadienne du fait de la question sikh, de la question du Khalistan, c'est-à-dire de cette revendication d'un État indépendant sikh au Pendjab, qui remonte, qui est ancienne, qui a conduit à un conflit extrêmement violent en Inde, qui est à l'origine de l'assassinat d'Indira Gandhi, qui avait été réglé par la force, mais qui revient en fait au niveau politique, à la fois en Inde et surtout dans la diaspora, au Canada au premier plan, du fait du poids de cette diaspora sikh dans la population d'origine indienne au Canada, mais aussi au Royaume-Uni. Et c'est ce qui s'est probablement passé en fait au moment du G20 et qui explique pourquoi Trudeau a été un petit peu snobé par Modi. C'est que Trudeau a très certainement, comme il l'a dit, exposé à Modi les preuves dont les Canadiens estiment qu'ils disposent concernant l'assassinat d'un ressortissant canadien par les services de renseignement indiens. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne me prononcerai pas là-dessus. Ce qui est certain, c'est que le fait que le Premier ministre canadien révèle quelque chose de cette nature devant le Parlement est quand même extrêmement grave. C'est une déclaration d'une importance considérable et qui a été précédée aussi par toute une série de signaux faibles depuis 4 ou 5 ans, puisque dès 2018-2019, les services secrets canadiens avaient publiquement fait part de leurs inquiétudes sur les ingérences indiennes, de leurs inquiétudes concernant les ingérences indiennes sur la communauté d'origine indienne dans des élections au Canada. En juin de cette année, la conseillère à la sécurité nationale canadienne s'était elle-même publiquement émue, enfin avait placé l'Inde sur la liste des principaux pays responsables, cette fois responsable d'ingérence au Canada, et elle l'a placé au même niveau que l'Iran et la Chine, je crois. Que l'Iran en tout cas. Donc il y a eu toute une série, un contexte, c'est pas une révélation voilà, c'est pas un événement qui sort de nulle part, on peut dire. Et ça explique effectivement le traitement de Trudeau. Les relations sont au plus bas. L'accord de libre-échange qui traîne depuis 10 ans de toute façon est maintenant vraiment au point mort. Donc voilà pour ce qui est de la relation effectivement canado-indienne et du poids et du rôle de cette diaspora dans la relation et de la manière dont cette diaspora influence de manière considérable, a influencé de manière considérable la relation avec l'Inde. Pour revenir sur le traitement de Sunak, je crois qu'il faut faire attention parce que il n'a pas été si bien traité que ça en fait, Sunak. On le présente, les Indiens l'appellent le gendre de l'Inde, c'est le Premier ministre idéal. À chaque fois qu'on cite une preuve de l'influence de l'Inde au-delà de ses frontières, on cite Sunak, bien sûr, parmi d'autres. Mais somme toute, il est plutôt revenu les mains vides, puisque lui aussi négocie âprement un accord de libre-échange depuis un petit peu moins longtemps, mais ça va finir par faire 2 ans,
On nous avait promis que cet accord serait signé il y a 1 an, ça n'a pas été fait. Il y a des points de blocage très importants qui ne sont toujours pas levés, notamment la question des visas indiens. L'Inde demandant une ouverture plus forte que le Royaume-Uni n'est prêt à leur offrir aujourd'hui, puisque la sortie du Brexit, la sortie de l'Union européenne et le Brexit se sont quand même construits sur une politique anti-immigration, certes vis-à-vis des Européens, mais pas uniquement. Donc il y a une vraie difficulté à ce niveau-là qui n'est pas du tout écartée. Et il y en a d'autres. Donc Sunak, cette visite que lui-même qualifiait d'historique, n'a pas rapporté les fruits qu'il espérait. Il n'a pas eu, il se vantait aussi de pouvoir obtenir une bilatérale avec Chine, ça ne s'est évidemment pas produit. Donc Sunak n'a pas tant bénéficié des faveurs indiennes au G20, qui ont été réservées plutôt à d'autres en l'occurrence. Je peux continuer, je peux m'arrêter là, comme vous le souhaitez. Non, c'est bon. Question un peu ouverte pour rebondir quand même sur ce que disait Nicolas. On dit souvent que l'Inde, c'est un monde, c'est un sous-continent et que les Indiens ne sont pas forcément tous passionnés de relations internationales, de politique étrangère, parce qu'il y a déjà assez d'informations dans leur monde. Il me semble quand même qu'avec cette année très riche en expositions pour l'Inde et dont Narendra Modi a bien su se servir aussi pour se mettre en avant, il y a eu un intérêt des Indiens pour ces questions de relations internationales. Est-ce que vous pensez que voilà, tout ça va jouer un rôle, que toutes ces questions de politique étrangère vont jouer un rôle dans la politique intérieure en Inde lors des élections qui arrivent? Je vais peut-être rebondir sur ça. Effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est-à-dire que ces succès diplomatiques, en tout cas cet affichage de succès diplomatique, ont deux utilités sur la scène internationale, mais aussi absolument sans aucun doute sur la scène internationale. Elles consolident la stature de Narendra Modi, elles en font vraiment le statesman, le grand homme d'État qui est capable de tenir tête aux Américains, de tenir tête et pour reprendre cette expression, d'être l'incarnation de cette diplomatie de passerelle qui n'est pas dans la confrontation, comme disait Isabelle, qui ne se veut pas dans la confrontation et qui arrive à naviguer avec succès entre Occident et Chine. Ce n'est pas nécessairement la réalité, mais en tout cas, c'est l'image qui est promue, et qui est utilisée effectivement par le BJP dans la perspective notamment des élections à venir au printemps, et qui... tout ce discours aussi, et c'est plus qu'un discours, toute cette idéologie, cette revendication d'une idéologie ancrée dans l'intérêt national, elle est aussi extrêmement valorisante. Et donc, il est logique que les Indiens se sentent valorisés, se sentent renforcés par cette présentation. Donc oui, je pense que ça joue déjà depuis plusieurs années, en réalité, un rôle important en politique intérieure. Oui. Isabelle, Nicolas, un mot de conclusion à ajouter sur toutes ces questions. Je sais que c'est toujours difficile de survoler tant de thèmes en si peu de temps et à plusieurs. Alors non, j'ai vraiment pas prétention à faire un mot de conclusion. Peut-être. Quelque chose à ajouter, juste. Alors peut-être plus un mot d'ouverture. L'affaire dont a parlé Jasmine, et qui est donc brûlante, puisque c'est cette déclaration du Premier ministre Trudeau dans des circonstances très dramatiques, qu'il a lui-même un petit peu mise en scène, mais qui témoignent aussi, qui sont censés témoigner de la gravité de la situation. C'est vraiment intéressant et on attend tous, j'entends par là tous ceux qui s'intéressent à l'Inde en politique extérieure, attendent avec beaucoup de curiosité et d'intérêt les suites et notamment ce que pourraient être les preuves canadiennes. Ce qui est intéressant à noter,
bon, ça pose quand même une grande question. Si d'aventure l'Inde est responsable, bon, là, ça va poser des questions quand même. On ne le sait pas pour l'instant. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention, c'est les répercussions ou pas que ça a, parce que c'est une affaire grave en Allemagne, hein, sur les logiques de coalition dont je parlais au début. Et on a vu, en fait, d'après certaines reportages, excusez-moi, certains journalistes assez bien informés, que les Canadiens ont essayé de mobiliser leurs alliés des Five Eyes. Les Five Eyes, donc les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie notamment, qui chacun ont, comme le disait Jasmine, aussi des diasporas importantes et une diaspora sikh aussi conséquente. Et espérer en fait même faire une déclaration commune. Et ils se sont tous défaussés. En fait, c'est ça qui est quand même à noter. Ils n'ont pas voulu. Donc Trudeau ensuite a fait cette déclaration publique, hein, grave, encore une fois. Je pense que, enfin, moi, pour ma part, j'estime que c'est grave. Et on voit le malaise. En fait, il y a un malaise palpable, général, parce que c'est un allié qui quand même s'expose. Et les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni disent en gros qu'ils sont inquiets, qu'ils prennent note, hein, des fortes inquiétudes émises par Trudeau, mais ne se mouille pas pour l'instant. Quant à la France, elle dit rien, bien évidemment. Mais voilà, on sent un malaise pour l'instant très net, hein, qui montre qu'on ne veut surtout pas commettre de faux pas parce qu'on a un allié historique d'un côté qui commet une déclaration qui met en cause un très grand partenaire qui veut absolument coopter. Donc là, tout le monde est en train de marcher sur un fil en se disant « Ouh là là, comment on va gérer ça ?» C'est intéressant. Hein, c'est intéressant parce que on voit quand même que les logiques de coalition, parfois, elles achoppent sur des... Là, il y a un vrai accrochage. Hein, et comment ça va être géré, ça va être encore une fois très, très intéressant de regarder ça. Alors, j'annonce à notre Juste un auditoire point. on va juste en préparation qu'on va très très bientôt passer aux questions. Donc voilà, commencez à en envoyer si vous en avez dans la boîte de dialogue prévue pour cela sur Zoom. Comme ça, on peut enchaîner très vite. Isabelle, vous pouvez finir une minute. Oui, je n'ai pas du tout accaparer la parole et j'invite d'ailleurs mes collègues à donner leurs sentiments. Hein. Mais la réaction indienne, c'est aussi, ça renvoie à ce que disaient Nicolas et Jasmine, la réaction indienne est très vive, très très vive, très dure. Et il y a un appel canadien à la coopération. Et les Indiens n'entendent pas coopérer. C'est-à-dire il y a un appel canadien à coopérer dans l'enquête. Or, ce qui est frappant pour l'instant, c'est que les Indiens ferment la porte et se murent dans l'outrage, en gros, qu'on puisse émettre une telle accusation. Et ça, je crois que c'est quand même aussi très, très révélateur d'un certain état d'esprit ambiant. On ne plaisante pas sur les questions de souveraineté. Et puis, il y a une stature, il y a tout un récit sur l'Inde en tant qu'acteur responsable, qui est là un peu entaché, et on voit une réaction très vive. Voilà, cette affaire, je trouve, est tout à fait intéressante à suivre, parce qu'elle en dit beaucoup, et sur l'Inde, peut-être plus qu'on ne songe encore, et sur les logiques de coalition à la clé, avec. Ok. Je vous laisse une minute à chacun aussi, vraiment, parce qu'il faut qu'on passe aux questions après, mais si vous voulez rajouter quelque chose ou synthétiser d'une manière ou d'une autre ce qu'on s'est dit. Non, mais juste brièvement, Oui, parce que c'est sur les questions des relations avec la diaspora, c'est un petit peu, je trouve, comme les relations en ce moment bilatérales avec certains pays où c'est dans ces coalitions, c'est vraiment très transactionnel. On soutient une partie de la diaspora, c'est ce que disait Jasmine,
la diaspora au Moyen-Orient ou dans les pays du Golfe a été un peu négligée du narratif de l'Inde pendant très longtemps, parce que on recevait un peu d'argent, mais ce n'était pas forcément celle qu'on voulait mettre en avant. Alors, on coopte ou on soutient ou on fait des concessions, notamment, il y a plusieurs qui ont été faites ces dernières années sur des possibilités de réinvestissement dans, dans le pays d'origine, en Inde, avec tout ce qui est les Indiens qui ont eu beaucoup de succès dans la Silicon Valley, etc., dans certaines économies développées. Par contre, le double tranchant, c'est qu'on ne veut pas avoir... Il y a des problèmes quand on est avec ces autres diasporas, que ce soit au Canada, ou pendant longtemps la diaspora dans les pays du Golfe, dont on ne voulait pas trop parler puisque c'était des travailleurs temporaires dont les droits les droits basiques n'étaient pas forcément respectés, et ça pouvait compliquer les relations avec les pays du Golfe stratégiques. Donc voilà, c'est le gros problème de grand écart avec l'Inde, c'est qu'elle elle essaie de s'engager une rhétorique quand même très de conciliation, mais en même temps c'est très défensif sur d'autres parts. Donc c'est un peu une transition pour l'Inde entre la grande puissance et une puissance qui est encore euh, très protectrice et très souverainiste et très défensive quand elle sent que ses intérêts sont peut-être pas forcément mis à mal, mais elle a l'impression qu'il y a plusieurs risques chez elle, quoi. Voilà. D'accord. Bon, alors, on passe aux questions. J'en ai une première de Jean-Claude Breton qui s'interroge sur l'importance de l'Inde à partir des clichés sur l'informatique, etc. À part ces clichés-là, qui restent en France très modestes pour le grand public. On en parle assez peu. Est-ce que, selon vous, c'est dû à notamment l'absence d'une diaspora, comme on en parlait tout à l'heure, d'une diaspora indienne en France, qui fait que voilà, l'Inde occupe si peu de place dans l'actualité en France? Je me lance. Oui, Jasmine, ça me semble. Oui, je pense que la question la personne qui pose la question a très largement raison. La communauté indienne en France est évidemment beaucoup moins importante que dans les quelques pays que j'ai cités. Elle est plus importante, bien sûr, à La Réunion, mais globalement, elle n'a pas le même poids. Je crois aussi que finalement, les relations indo-françaises, franco-indiennes, sur le plan économique, sur le plan politique, sont somme toute relativement récentes. Donc, on parle beaucoup de l'Inde ces temps-ci, et on en parle beaucoup parce que ces relations se sont beaucoup développées sur le plan politique, sur le plan économique, et donc on jette un regard nouveau sur ce pays qu'on connaissait, que certains connaissaient très bien dans certains cercles, les indianistes, mais que le grand public, en effet, ne connaissait pas, ou connaissait à travers des clichés, comme ce monsieur l'évoque. Donc, on est amené, à mon avis, à en parler de plus en plus. C'est le cas depuis quelques années. On est amené à en parler de plus en plus au fur et à mesure, à la fois que ces relations continueront de se développer, ce qui est inévitable, et à la fois que l'Inde s'affirmera de plus en plus sur la scène internationale, comme on le voit. Il est difficile de ne pas parler d'un pays qui est de tous les forats auxquels nous participons, qui est un acteur majeur de la gouvernance internationale sous toutes ses formes. Alors, jusqu'à quel point pourra l'Inde jouer ses cartes, par exemple, en ce qui concerne la confrontation en Ukraine, d'un côté entre le bloc Russie-Chine, d'un autre côté avec l'Occident, sans se retrouver dans une situation impossible où elle sera contrainte de faire un choix déterminant? Voilà. Jusqu'à quel point on peut jouer sur les deux tableaux pour la diplomatie indienne? Une question qu'on a. Moi, je peux lancer la conversation. Je pense que sur la question de l'invasion russe de l'Ukraine, là encore, les Indiens, sur le fond, ne sont pas très à l'aise. On le voit dans la façon dont, à chaque fois, ils ont essayé d'expliquer leur décision de vote qui, pour l'essentiel, aux Nations Unies et dans les différents organes des Nations Unies, a été abstentionniste la plupart du temps. Et à chaque fois, en mettant tout en avant la nécessité de respecter l'intégrité territoriale des États. Donc, on se disait, mais bon, alors ils expliquent quelque chose, mais ils ne votent pas en conséquence. Bon, il y avait une sorte de contradiction interne quelque part. Mais bon,
sur le fond, les Indiens n'ont jamais condamné véritablement la Russie. Et c'est logique de tantôt, on rappelle des valeurs, nos valeurs sur l'intégrité territoriale, et puis tantôt, parfois une réponse un peu plus agressive du type, comme on l'a évoqué, ah ben on défend nos intérêts comme tout le monde, et puis la Russie fait partie de nos intérêts, point barre. Ces réponses agressives, je crois qu'elles sont venues alors beaucoup de Jaishankar, et parce qu'il faut quand même reconnaître que les Indiens ont vraiment été mis sous pression de la part des Européens et des Américains, parce que on ne comprenait pas pourquoi ils ne critiquaient pas la Russie. On voulait vraiment qu'ils en arrivent à critiquer explicitement la Russie. Ça s'est compliqué parce qu'ils ont aussi commencé à importer beaucoup de pétrole russe à bas prix. Donc, il y a eu quand même des efforts importants de la part des Européens, des Américains, pour essayer de tordre le bras à la diplomatie indienne. Ça n'a pas marché. Mais bon, les Indiens, à un moment, on a senti qu'ils en avaient assez finalement, et ça a résulté dans des échanges un petit peu fermes, un peu virils à l'occasion. Bon, mon analyse, mais ce n'est que la mienne, c'est que sur le fond, donc, les Indiens ne sont pas très à l'aise avec cette invasion russe de l'Ukraine, ça les embête. Ça leur pose un gros problème, alors notamment en termes très pragmatiques, d'approvisionnement en armes. Ils se posent de sacrées questions aussi sur la fiabilité des armements russes, comme les Chinois du reste. Ils regardent quand même les performances, entre guillemets, des armées russes et des armements russes, et elles ne sont pas très convaincantes. Donc, voilà, ça ne va que les renforcer dans leur volonté de diversifier les fournisseurs, et comme disait Jasmine, de réduire sur le moyen long terme la dépendance aux armements russes. Mais je crois que sur le fond, ce qu'essaient de faire les Indiens, c'est de ne pas perdre l'amitié de la Russie. Ils voient les Russes devenir de plus en plus dépendants d'une certaine façon de la Chine, et ils se disent qu'ils ne peuvent pas complètement laisser la Russie être, je dirais, presque happée, ou en tout cas être attirée dans un alignement sur la Chine. Donc il y a ce besoin, malgré tout, de maintenir une relation qui, si on ne regarde bien dans le détail, a du mal à se maintenir. On a beaucoup parlé des importations de pétrole, mais ça, c'est conjoncturel. Pourquoi les Indiens se priveraient-ils de pétrole à bas prix? Bon, il y a l'armement, mais ça a toujours été. Mais sur le plan politique, il n'y a pas tellement... Modi n'a pas rencontré Poutine en personne, sauf au sommet du Samarcande, lors de l'organisation, le sommet de l'Organisation de la coopération de Shanghai. C'était en 2022 et ça se tenait à Samarcande. Et là, il a rencontré, ça a été la seule fois depuis la guerre en Ukraine, et ça a été pour lui dire « l'heure n'est pas la guerre ». Et depuis, il a presque évité, on a l'impression, et notamment, il a reporté une visite que lui-même, Modi, devait faire à Moscou dans le cadre des sommets Russie-Inde. Et ces sommets, normalement, ils se tiennent avec une régularité d'horloge suisse en fin d'année. Et là, comme par hasard, ce sommet a été suspendu, remis. Donc, Modi laisse vraiment tous ses ministres gérer. Il n'est pas très à l'aise. On a le sentiment parfois, je ne sais pas ce que vous en pensez, Nicolas et Jasmine, que par rapport à une période où peut-être l'Inde était un peu dans une dépendance face à l'URSS, aujourd'hui c'est plus la Russie qui insiste sur la mise en place de mécanismes de paiement, les réunions, etc., que l'Inde. La relation a un peu changé de sens. Avec la Russie, oui, c'est clair, mais c'est aussi une possibilité que l'Inde derrière les déclarations dont parlait Isabelle, de ne pas lâcher son allié russe malgré les problèmes que ça peut lier, renégocie avec la Russie, repaye certains de ses prêts à des tarifs très intéressants. Du coup, c'est aussi
l'Inde est très pragmatique, encore très transactionnel à ce niveau-là, et aussi dans les discussions avec des pays occidentaux qui critiquent la position États-Unis, France, peut-être, etc., qui critiquent la position indienne par rapport au conflit entre la Russie et l'Ukraine. L'Inde peut se permettre de dire oui, mais alors nous on est dépendant militairement de la Russie, notamment grâce au transfert de technologie, etc. C'est quelque chose que les Russes nous ont apporté, qu'on n'a pas, on n'a toujours pas pu négocier avec d'autres fournisseurs. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait retirer? Ou nous, si vous voulez qu'on ait un découplage complet, il faudrait qu'on discute de transfert de technologie. Donc, il y a ces discussions qui sont parallèles, qu'on ne voit pas forcément de manière publique. Mais l'Inde a réopéré déjà avant la crise russo-ukrainienne ce fameux découplage, et c'est un peu déconnecté de l'industrie militaire russe. Ça prend du temps à cause de l'ultra-dépendance vis-à-vis du matériel soviétique, mais l'Inde avait déjà commencé à diversifier ses approvisionnements militaires et à renégocier des meilleurs termes aussi avec la Russie. Alors, autre question, je ne sais pas si vous en êtes spécialiste. Un auditeur se demande quelle est la réaction de l'opposition, notamment l'Indian National Congress, par rapport au positionnement récent à l'international de l'Inde, les BRICS, le G20, et moi-même je pourrais rajouter peut-être par rapport à cette question de la relation avec la Russie. On a demandé récemment à une des figures de l'opposition, Rahul Gandhi, qui était de passage en Europe, à Paris et aussi ici aux Pays-Bas. Et sa réponse a été assez directe. C'est que je soutiens le gouvernement. Je m'aligne avec les positions du gouvernement et vous ne me verrez pas critiquer la position du gouvernement à l'étranger. Voilà, il y a un accord. Bon, il y a des accords sur le terme qu'on utilise pour rationaliser cette politique étrangère, non-alignement ou multi-alignement, qui sont les deux. Il y a une certaine politisation de la rhétorique, mais dans l'ensemble, il y a une sorte de consensus sur la position indienne. Le Congrès rappellera peut-être, comme je l'ai dit avec l'approche vis-à-vis du Moyen-Orient, que beaucoup de ces politiques avaient démarré sous des gouvernements du Congrès, et le gouvernement indien n'a fait que continuer ou accélérer certains processus qui étaient déjà en marche. Oui, on a vu des critiques sur la façon dont le G20 a été récupéré aussi par Modi pour sa campagne, mais pas tellement des critiques sur le fond, plutôt des critiques sur la forme, j'ai l'impression. Mais je pense aussi que malheureusement, le Congrès est un peu pauvre en ce moment en matière d'idées en termes de politique étrangère. Il est concentré sur une stratégie de reconquête du pouvoir au niveau local, au niveau régional, donc au niveau domestique. Et il n'y a pas beaucoup de réflexions en cours, je pense, au Congrès aujourd'hui sur ces questions, qui est bien dommage parce qu'effectivement, comme on vient de le dire, la politique étrangère indienne a de fait été faite par le Congrès et par les têtes pensantes du Congrès. Donc, elle est encore largement elle s'en émancipe, bien sûr, mais il y a encore énormément ces influences sont encore très, très présentes. Donc, aujourd'hui, ça manque beaucoup. Et ça n'est pas du tout la priorité de Rahul Gandhi ou des principaux dirigeants du Congrès que de se positionner dans une stratégie d'opposition avec le BJP sur la scène internationale. Alors, on revient à une autre question qui est en anglais, donc je vais essayer de la traduire sur l'affaire Trudeau, qui intéresse. Quelles mesures peut prendre l'Inde pour faire face aux répercussions de cette affaire qui viendrait des pays Five Eyes? Donc, il me semble que c'est Canada, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande et USA. Voilà, quelle peut être l'attitude de l'Inde face à ces accusations du Canada et encore plus si jamais le Canada venait à apporter des preuves? Je pense que c'est compliqué. Déjà, comme on le rappelait tout à l'heure, il y a une enquête en cours. Donc, la stratégie probablement qui serait la plus intéressante pour l'Inde serait en effet de participer à cette enquête et donc de saisir la main tendue qui lui a été donnée. Donc de ne pas être dans une stratégie défensive, mais bien de coopération. Je pense que ce serait la meilleure manière de démontrer sa bonne volonté.
Après, en effet, comme Isabelle le disait très justement, et on l'a vu vraiment à travers les réactions très timides des Britanniques en particulier à la suite des déclarations de Trudeau, sauf si les Canadiens devaient en effet mettre sur la table des preuves totalement accablantes, je pense que tout le monde cherchera à ne pas trop creuser et à ne pas trop s'engager. Les autres pays, 4 autres pays du Five Eyes ne sortiront pas la tête de l'eau s'ils peuvent éviter de le faire parce qu'ils ont trop leurs relations économiques, en particulier stratégiques ensuite, avec l'Inde sont trop importantes à leurs yeux pour prendre des risques. Donc, sauf si le risque est inévitable, et là, on pense bien sûr à l'affaire Skripal, on pense bien sûr à ce qui s'est passé aux ingérences russes au Royaume-Uni. Donc, sauf si on arrivait dans ce type de configuration, je pense qu'il y aurait en fait assez peu de solidarité ou de solidarité d'expression, de solidarité concrète. Solidarité au niveau du renseignement, ça n'en pas douter, mais l'expression de solidarité concrète et publique plus encore, je pense qu'on les verra que contraintes et forcées. Les élites indiennes sont pro-occidentales, mais le gouvernement est nationaliste et critique l'Occident. Comment expliquer cette contradiction? Alors, bon, déjà, je ne suis pas sûr que ce soit aussi manichéen que ça, mais on va essayer de répondre quand même. L'une d'entre vous, la contradiction entre des élites pro-occidentales et un gouvernement nationaliste et anti-occidental. Je crois que tout le monde hésite, alors je me lance. Oui, je vais passer le tour. Hein. Non, je suis d'accord. Peut-être que oui, la question est un petit peu déséquilibrée dans les deux sens à la fois. Je ne suis pas sûre que les élites soient aussi pro-occidentales et que le gouvernement soit aussi. Enfin, les deux sont vrais. Les deux sont vrais, mais pas autant peut-être. Oui. Peut-être, c'est qu'au contraire, il y a en tout cas des élites et une diaspora qui est aussi très fortement pro-BJP. Exactement, exactement. Il y a vraiment aux États-Unis, au Canada, enfin aux États-Unis, au Royaume-Uni en particulier, à travers cette diaspora qui est remarquablement successful, qui réussit très bien sur le plan économique et maintenant en politique, hein, puisque on voit vraiment la place de la diaspora indienne dans les instances politiques, d'ailleurs même au Canada, puisque le leader de l'opposition est issu de la diaspora indienne, il est sikh lui-même d'ailleurs. Donc il y a une diaspora qui est, une partie de cette diaspora est très, très pro-Modi. Elle est très pro-BJP, elle est très pro-Modi, et elle défend cette position du BJP et cette idéologie de l'Hindutva, parfois extrémiste, à travers des organisations, à travers un positionnement sur la scène nationale. Donc, il y a et on peut considérer que ces diasporas font partie de l'élite indienne. Donc, je pense on ne peut pas dire que l'élite indienne est aussi majoritairement pro-occidentale. L'introduction de pays du Golfe dans les BRICS peut-elle avoir une influence modératrice sur la politique de Narendra Modi et du BJP à l'égard de la communauté musulmane en Inde? Je vais bien me lancer sur cela, mais je dirais que malheureusement, non. Les pays du Golfe, les élites dans les pays du Golfe, les dirigeants ont depuis une dizaine d'années pris le pari d'investir en Inde. Parce que pour eux, c'est des investissements économiques qui peuvent leur apporter, c'est des investissements stratégiques. Ils savent que les États-Unis se désengagent partiellement de cette région. Ils ne veulent pas non plus être trop dépendants de la Chine qui commence aussi à s'investir dans cette région. Donc pour eux, l'Inde, que ce soit Modi ou un autre dirigeant, je pense que... alors après, il y a cette question des contradictions, parce que l'opinion publique, et si on lit la presse qui peut s'exprimer de manière libre dans certains pays du Golfe, mentionne parfois le traitement des minorités musulmanes en Inde. Mais il n'y a pas trop d'influence sur la position des pays du Golfe. Il y a eu une exception, c'était l'année dernière, lorsque deux porte-paroles du BJP, du Parti nationaliste hindou,
Modi fait partie, ont critiqué le prophète à la télé. Et là, il y a une réaction assez importante d'autorités religieuses, de l'opinion publique et des médias dans les pays du Golfe. Et là, pour une fois, le parti de Modi a réagi. Ils ont expulsé ces deux membres. Et il y a eu des excuses plus ou moins diplomatiques de la part de la diplomatie indienne vis-à-vis des pays à la suite de ces déclarations. Mais malheureusement, c'est pas forcément quand il y a eu des instances précédentes de critiques du traitement, notamment lors du Covid, où il y avait une rumeur, par exemple, que le Covid était d'abord se propager vis-à-vis de rassemblements religieux musulmans. Là, il y a eu un début de critique dans les pays du Golfe, mais les élites des pays du Golfe n'ont rien fait, n'ont pas forcément critiqué publiquement l'Inde. Donc c'est vraiment, je ne pense pas qu'il y aura un énorme impact sur la politique intérieure de l'Inde. Aujourd'hui, c'est une relation qui marche très bien que ce soit pour le gouvernement indien et les gouvernements de ces pays. Donc on ne parle pas de ce qui fâche. Voilà. Oui, je crois aussi que les gouvernements de ces pays n'ont pas nécessairement très envie qu'on regarde leur propre record en matière de droits de l'homme. Donc là aussi, c'est avantageux des deux côtés que de ne pas en parler. Il nous reste 5 minutes pour de dernières questions à l'attention de l'audience. En attendant, on en a une dernière. Quelqu'un qui entend, selon certains Indiens, que Narendra Modi serait éligible au prix Nobel de la paix pour sa médiation russo-ukrainienne et qui exprime sa surprise parce qu'il ne voit pas vraiment le résultat de cette médiation. S'agit-il de propagande indienne? Pensez-vous que l'Inde ait joué un rôle actif dans la médiation russo-ukrainienne? Pas à ma connaissance. Ça a été évoqué. Pourquoi Au début du G20, l'Inde disait dans le cadre du G20, un rôle, etc. Quel bilan finalement après la présidence? Je ne crois pas que les Indiens... Je pense qu'ils ont plus à y perdre, a priori, sachant que leur situation, quand même, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas si à l'aise que ça sur ce dossier russo-ukrainien. Donc certes, il y aurait du prestige peut-être à se positionner en médiateur, mais c'est un coût. Et puis on sait aussi de façon plus pragmatique que le corps diplomatique indien est sous tension. Hein, et donc, ne serait-ce qu'en termes de ressources humaines, peuvent-ils s'engager dans ce type de processus souvent très lourd, très long, c'est pas sûr. Mais non, les Chinois ont tenté, mais avec des buts qui n'étaient pas vraiment la médiation en elle-même, qui était plus en positionnement comme puissance responsable, puissance de paix, puisqu'ils venaient de le faire entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc il y a eu des gesticulations un petit peu de la part de la Chine, avec le plan 12 points, donc qui n'a pas trop convaincu les Européens. Pour ma part, je ne vois pas les Indiens se positionner sur ce dossier-là, a fortiori vu la tournure que prend la guerre en Ukraine. Il y a essentiellement des coups à prendre, je le crains malheureusement. Et comme nous l'avons tous dit, les Indiens, la diplomatie indienne est bien trop pragmatique pour... Et puis n'oublions pas, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas assez mis en relief. Pour la diplomatie indienne, l'Ukraine, c'est très loin. Ils ne se sont pas privés de le dire. Hein. L'Ukraine, on nous l'a bien rappelé, ils nous l'ont bien rappelé. Certes, c'est une guerre sur le sol européen, mais ce n'est pas une guerre qui est le centre de gravité des relations internationales, contrairement à ce que nous, Européens, pourrions penser. Donc, du point de vue indien, les grands théâtres déterminants, c'est l'Indo-Pacifique, c'est, comme on en a beaucoup discuté aujourd'hui, le Moyen Proche-Orient, c'est surtout l'océan Indien, l'Asie centrale. L'Ukraine, c'est une affaire d'Européens. Si je suis un peu brutale, on pourrait presque le résumer ainsi. Donc, pour ma part, je ne vois pas les Indiens investir un rôle de médiation.
les problèmes des Européens ne sont pas forcément les problèmes du monde. Oui, Pour n'est-ce citer pas? les Ça Shankar avait encore. été dit en des termes juste Ouais. clairs. Ok, alors est-ce qu'on a une dernière question? Eh bien, tac, tac, tac. Pas vraiment. Eh ben, écoutez, merci à tous pour ces échanges. J'en suis très content. Je crois que ça nous a permis de traiter une bonne partie des enjeux liés à l'actualité internationale récente de l'Inde, du G20 jusqu'à la réunion des BRICS. On a pu voir la spécificité, l'historicité des relations entre l'Inde et la Russie, entre l'Inde et la Chine, entre l'Inde et les USA ou le bloc occidental, mais aussi entre l'Inde et le Moyen-Orient, avec toujours cette spécificité du multi-alignement issu du non-alignement qui s'incarne, on le voit, dans tous les dossiers qu'on a évoqués. Voilà, donc merci beaucoup à vous trois d'avoir été présents. Je rappelle pour l'audience et pour plus tard que vous pouvez retrouver sur le site les webinaires. Ils sont tous en ligne, en replay, et puis aussi des analyses, des articles, des expériences, donc sur le site des forums France-Inde. Et puis chaque mois, les forums France-Inde éditent aussi une newsletter à laquelle on vous invite à vous abonner pour suivre notre actualité. Voilà, merci à tous encore et merci à ceux qui nous ont suivis. Merci.